Sous le hangar de cette exploitation laitière bretonne, nous allons rencontrer Vector, astronaute, et Discovery. Ce ne sont pas les noms des vaches, ce sont ceux des machines. Il règne une ambiance industrielle dans cette étable. Pour s'occuper des 220 bêtes, Roland et Catherine Piel, frères et sœurs, ont délégué aux robots les tâches habituellement manuelles. On entend un bip bip là, c'est-à-dire qu'il y a des robots qui sont en fonctionnement. Il arrive. Celui-ci repousse la bouse sous l'étable. Lui, il s'arrête pas. Il fait ça à longueur de journée. Même devant nous, il s'arrêterait pas là. Ah non, il s'arrête pas. Et donc, vous, il vous reste juste à passer le jet d'eau. Voilà. Un autre circule jour et nuit pour distribuer l'alimentation. Roland et Catherine se sont inspirés des gigantesques fermes d'Europe du Nord. Les vaches ne mettent plus le museau dehors et se débrouillent seules, même pour la traite. Il y a un laser en 3 dimensions qui détecte et qui branche automatiquement. Ouais. Épuisés, comme beaucoup d'éleveurs, il y a 4 ans, ils ont voulu garder leur métier tout en changeant de vie. À l'époque, c'était soit de continuer le lait, faire un bâtiment neuf robotisé, ou soit de complètement arrêter le lait. Parce que vous ne pouviez plus physiquement... Physiquement, on pouvait, il n'y avait pas de dimanche, pas de soirée, il y avait 365 jours de l'année. Je me levais à 4h moins le quart, 365 jours de l'année. À 50 ans, ils se sont endettés. 1 700 000 €, c'est un véritable pari. Roland et Catherine sont peut-être des précurseurs, mais comme beaucoup, ils n'ont pas vu venir la crise. Depuis 18 mois, les cours du lait s'effondrent, fragilisant l'équilibre de l'exploitation. Pour résister, ils achètent une ferme supplémentaire. Voilà, et celle-là, voilà. C'est la ferme que l'on va racheter, voilà. Si les cours ne remontent pas du prix du litre de lait, donc il nous faut impérativement 30 vaches de plus pour amortir, pour que le bâtiment s'amortisse et diluer les charges fixes. Investir, grossir pour vendre toujours moins cher. Est-ce la solution? Les éleveurs ont-ils toutes les cartes en main, eux qui ne choisissent pas le prix de vente de leur production? C'est comme si on demandait à un salarié Travailler pour rien. Pour rien. Les agriculteurs se sentent pieds et poings liés aux industriels à qui ils vendent leur lait. C'est une nouvelle forme d'esclavagisme, finalement. En Bretagne, il existerait même un accord entre des sociétés concurrentes qui collectent le lait. Pacte de non-agression. Ça veut dire quoi? De ne pas se piquer des éleveurs? Bah oui, c'est clair, les jeux sont figés. Dans ces conditions, les paysans ont-ils les moyens de faire face à la crise? Fabien Pro est un jeune agriculteur de 32 ans. Quand il se lève tous les jours, même le week-end, à 5h moins le quart, il sait qu'il va perdre de l'argent. Il n'a plus les moyens de rembourser les 300 000 € de son emprunt. Aujourd'hui, on a 35 vaches, donc, principalement en Montbéliarde. Ça fait du bon lait, ça, les Montbéliardes? Oui. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est ma fierté, mon troupeau. Aujourd'hui, Fabien est en redressement judiciaire. Allez, viens. En France, 20 000 exploitants comme lui seraient au bord de la faillite. Financièrement, quand ça va pas, il y a un qui va, quoi. Enfin, je sais pas, moi. Si on vous dit demain, vous allez bosser 10 ou 12 heures par jour pour gagner rien, je sais pas qui c'est qui ferait. Allez, les mères. Lorsqu'il a racheté l'exploitation, il y a 4 ans, Allez, on y va. la construction de la salle de traite a pris du retard. 35 000 € de manque à gagner. Rien de dramatique si le cours du lait ne s'était pas effondré. Les journées de Fabien et de sa femme, Christelle, sont longues, ponctuées de factures à payer et d'appels des huissiers. Bonsoir. Les héros, en plus, c'est les autres burnes. Appel de Contrat. chance au 30 Faut regarder le contrat que c'est.
De toute façon, ça, on sait qu'on doit de l'argent, de toute façon. On vit avec, hein, de toute façon. Non, on vit avec, non, on vit pas. Ah ben, ça fait bien partie de notre quotidien. On le sait qu'on doit de l'argent. C'est quand même pas une chose facile non plus. Donc, quand on doit de l'argent, on n'y aime pas trop. Christelle, auxiliaire de vie, citadine, a découvert une campagne qu'elle n'imaginait pas. C'est souvent que tu me disais, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie. Nous, on a vraiment... Oui, je pense que les gens de la ville, on voit pas ça comme ça. On s'imagine pas que c'est si dur, quoi. C'est une passion, donc je le laisse faire. Mais c'est vrai qu'à côté, on n'a pas de vie de famille. On en pâtit un peu, quoi. C'est pas la joie, mais bon. Tant qu'on se serre les coudes, déjà, c'est important. En s'installant ici, en rachetant cette vieille ferme et cette bâtisse, il pensait faire des travaux. Alors quand il pleut, on a l'eau qui passe par la cave derrière. Bon, j'ai repeint il y a quoi? L'année dernière. Regardez, toute l'humidité ressort, les carreaux s'en vont. Donc c'est pas... pour les gens... Puis même, c'est pas sain, quoi. C'est pas sain. Ouais. Que se passe-t-il dans nos campagnes? Pourquoi Fabien, comme des milliers d'éleveurs, n'arrive-t-il pas à vivre de son lait? L'explication principale, c'est le changement de politique agricole européenne. Pendant 30 ans, chaque éleveur devait respecter un quota, une production maximale fixée par Bruxelles. L'offre et la demande s'équilibraient, les prix payés aux éleveurs restaient relativement stables. Mais depuis un an, il n'y a plus de quota. La production laitière déborde. Irlande, plus 17%. Pays-Bas, plus 11%. Allemagne, plus 4%. France, plus 1%. On est passé de la régulation à l'anarchie. Je ne sais pas si le terme anarchie est celui qui convient. Vous ne croyez pas plutôt que c'est une guerre ? Michel Dantin est député européen. Il a défendu la position de la France contre la libéralisation et proposé en 2012 une loi pour réguler le marché. La ministre allemande de l'agriculture de l'époque elle-même avait débarqué dans mon bureau un jour. J'utilise volontairement le mot débarquer pour m'expliquer que ce que j'avais proposé était inacceptable, que les Allemands avaient fait des efforts de compétitivité et que c'était au marché et aux meilleurs de gagner. C'était pas à la politique publique de réguler et d'intervenir sur les marchés. Désormais, que le meilleur gagne. C'est pour ça que je vous ai repris en vous parlant de guerre du lait. La production laitière européenne est hors de contrôle. Résultat, le prix versé aux éleveurs est passé en quelques mois de 38 à 29 centimes par litre en moyenne. Et ça, Fabien ne l'avait pas prévu. Aujourd'hui, il vend à perte. Plusieurs fois par mois, il reçoit la visite de Solidarité Paysans, une association qui aide les agriculteurs en difficulté. T'avais fait l'inventaire ? Tous les calculs financiers de Fabien sont remis en cause. C'est finances publiques, non ? Ouais. Le prix du lait, quand vous avez acheté ici, il était à combien ? 30-35 centimes. Et aujourd'hui, c'est 26. 26,5. Donc vous avez fait vos projets sur la base de 35 centimes ? Non, on avait fait le projet sur la base de 30 centimes. D'accord, donc déjà vous aviez été prudent. Bien sûr. Mais pas assez. Pas assez. Leur objectif, obtenir 6 mois de plus avant que le tribunal ne prenne sa décision de liquider ou non. Et c'est quoi à régler immédiatement, là, 1600 ? La première colonne à régler immédiatement, c'est toutes les dettes inférieures à 500 €. 6 mois pour espérer voir le cours du lait remonter et pour réfléchir. Les 6 mois, il nous les faut aussi pour préciser un projet et pour que Fabien et Christelle ils puissent savoir est-ce que ça vaut le coup de continuer, est-ce que ça vaut le coup aussi de se fatiguer, de se pousser au bout, d'y laisser aussi un bout de sa santé, de sa vie de famille, de tout ça. Fabien devra convaincre le juge. Nous le retrouverons au tribunal. Allez, on fait comme ça. L'effondrement du cours du lait n'explique pas tout. La plupart des éleveurs sont enfermés dans une méthode de production qui leur coûte une fortune, comme la famille de Viron.
Dans la Sarthe, leur ferme est à l'image de cette agriculture productiviste. Leur exploitation a triplé de taille en 15 ans. Aujourd'hui, il y a une centaine de vaches laitières sous ce toit. Bonjour ma jolie. Je vous présente Surfield, la plus belle vache du troupeau. Ah, il y en a une qui n'est pas contente derrière. Elle est jalouse. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une belle vache? C'est une vache qui va faire beaucoup de lactation. Nous, c'est ce que nous cherchons dans notre élevage, c'est avoir des vaches qui vieillissent. Qui font du lait le plus longtemps possible. Voilà, exactement. Pour doper sa production laitière, Guillain nourrit ses bêtes avec un régime imaginé dans les années 60. À l'époque, il fallait garantir l'autonomie alimentaire de l'Europe. Un aliment est devenu incontournable. Voilà, du maïs. Ça sent fort, hein? Ça sent le maïs? Oui, mais... Ça sent la fermentation. Oui, c'est ça. Oui. On hache le maïs, toute la plante du maïs passe dans une machine qui s'appelle une ensileuse, donc elle le coupe au pied, et puis elle le hache, et ça donne ça. Et donc ça se conserve très bien. Et ça, les vaches en raffolent. Elles adorent. C'est vrai, vraiment? Oui, vraiment. C'est incroyable. Avec le maïs, les vaches produisent plus de lait, à une condition. Il faut y ajouter un complément alimentaire, le soja. Si vous avez un sportif qui est mal alimenté, il va avoir des performances moyennes. Eh bien, la vache laitière, c'est une grande sportive, donc si elle est mal alimentée, eh bien, elle aura des performances moyennes. Guillain ne peut pas cultiver de soja sur ses terres. Il doit l'importer des États-Unis et les prix sont très fluctuants. Les semences de maïs et le soja lui coûtent 40% de plus qu'il y a 10 ans. Il n'a pas le choix, il doit bien nourrir ses bêtes. Alors, il pèse minutieusement les rations alimentaires. Donc là, tout est dosé, là? Tout est dosé. Tout ce que vous prenez est dosé, là? Vous ne le faites pas à la louche, là? Non, absolument pas. Donc on a une pesée sur la machine. C'est à 5 kilos près. L'enjeu, c'est la survie. C'est être encore là au lendemain de la crise pour profiter d'une éventuelle embellie. Pour continuer à se verser un SMIC et demi, Guillain a dû renégocier sa dette avec sa banque. Nous allons rencontrer une éleveuse qui a pris une décision radicale. Elle n'achète quasiment plus d'aliments pour ses vaches. En ce début de printemps, l'herbe fraîche commence à pousser dans les prés d'Isabelle Conant, près de Guingamp, en Bretagne. Il faut tout mettre en place avant les beaux jours pour que ce soit pratique après. Isabelle a renoncé au maïs et au soja. Dans ces prairies, une centaine de vaches dégustent leur repas. Ici, on voit du trèfle associé donc à du raie gras. Et ça s'appelle du raie gras, ça. Voilà, c'est du raie gras. C'est de l'herbe, quoi. Ouais, c'est de l'herbe, ce qu'on appelle plus communément de l'herbe. Et donc ces deux plantes-là nous permettent d'équilibrer la ration des vaches. Elles viennent elles-mêmes chercher leur nourriture au champ. Ça remplace le maïs soja. C'est de l'or, hein. Pour nous, quelque part, c'est de l'or, hein. De l'or qui pousse presque tout seul. Isabelle ne replante sa prairie que tous les 7 ans. Elle a dû repenser son exploitation, créer une vingtaine de prés qui remplacent les champs de maïs. Ainsi, elle a réduit le coût de production. Il est passé de 34 à 28 centimes par litre. À l'heure de la traite, Isabelle nous confie qu'elle se sent libérée d'une pression financière. Elle a aussi changé de regard sur son métier. Ici, c'est quoi ça? C'est le compteur pour la quantité de lait, je suppose? Ouais, alors nous, chez nous, c'est juste la durée de traite. C'est que du temps. C'est pas un compteur du volume de lait produit? Voilà, c'est pas un compteur de volume de lait. Ça correspond à quelle idée de ne pas mettre de compteur du volume? C'est une philosophie de conduite d'élevage. On n'est pas dans cette idée de produire plus. Vous avez peu d'investissement, peu d'achat d'aliments pour nourrir les vaches, c'est ça? Voilà, et pas de robotisation non plus à payer. Donc c'est vrai que pour nous, c'est pas concevable de produire pour continuer à payer des choses. Nous, on produit pour vivre et en respect des vaches aussi, quoi.
Elle réussit à se verser à elle et ses 2 associés, son mari et son frère, 1,5 SMIC chacun. Mais Isabelle se sent encore prisonnière de son client. Les conditions auxquelles elle vend son lait lui paraissent opaques. Avec son frère, elle veut nous montrer l'emprise presque féodale de l'industrie laitière sur les éleveurs. C'est une coopérative bretonne qui achète leur lait. Elle s'appelle Triskalia. Nous, on a l'obligation de livrer la totalité de notre lait produit sur l'exploitation à la coopérative, mais elle n'a aucune obligation de nous payer à un prix minimum couvrant nos coûts de production et notre rémunération. C'est écrit nulle part. C'est comme si on demandait à un salarié d'aller travailler pour rien. Pour rien. Et en plus, peut-être, il va donner de l'argent à son patron. Parce que nous, en l'occurrence, on a un CDD de 5 ans avec notre coopérative, donc on est lié par ce contrat pendant 5 ans, mais on n'a aucune sécurité sur le prix. Un seul client exclusif pour 5 ans. Aucune garantie sur le prix, pas de négociation. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Isabelle et son frère ont peu de marge de manœuvre. Et là, vous êtes obligé de rester avec cette coopérative alors? Ah bah disons qu'on peut partir, hein. Mais alors il y a des conditions si on veut se retirer de la coopérative. Et puis il y a aussi une entente qui n'est pas clairement dite dans les campagnes, mais personne ne va nous prendre en face. Isabelle et de nombreux éleveurs que nous avons interrogés pensent que les industriels se concertent pour gérer ce marché. Elle s'étonne, par exemple, de l'organisation de la collecte. Tous les 2 jours, le camion du laitier passe dans sa ferme. Et c'est toujours celui de la coopérative concurrente, Sodial. Est-ce qu'à un moment, vous avez déjà vu des camions Triskalia vous passer ici ou pas? Non. Jamais. Jamais. Pourquoi est-ce donc le camion du concurrent qui vient chercher son lait? Monsieur Laurent, je suppose. Particularité d'une coopérative, le président est un éleveur. Roger Laurent est à la tête de Triskalia, la coopérative d'Isabelle. Est-ce que vous pourriez me montrer la zone de collecte de Triskalia? Bon, c'est comme ça, Guingamp, là, ça c'est là. En théorie, ces camions sillonnent toute la Bretagne. Dans cette zone-là, on a vu chez un éleveur Triskalia un camion Sodial qui venait chercher son lait. C'est des accords de collecte. Pour baisser les coûts de production, on a des accords de collecte. L'économie, c'est les centimes que l'on peut gratter dans la collecte du lait. Les euros que l'on peut gratter. Pour faire des économies sur le transport, les concurrents se mettent d'accord entre eux. Ils se distribuent les cartes de l'approvisionnement, ils se partagent leurs fournisseurs, les éleveurs. Ce qui étonne, c'est qu'il y a une discussion entre concurrents. On est concurrent de Sodial, c'est là, on est concurrent de Sodial, ou autre, hein, ou Lactalis, ou Danone, sur le marché. Sur la distribution, on est concurrent. Mais pas sur la collecte. Pas sur la collecte. Sur la collecte, c'est en toute intelligence que l'on trouve des arrangements. Il n'y a plus de concurrence quelque part. Vous partagez les zones. C'est l'image que ça peut avoir que l'éleveur est menotté. Mais ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, ça ne stimule pas la concurrence. Ça ne stimule pas la concurrence. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je suis d'accord. En fin d'interview, Roger Laurent ne sait pas que la caméra continue à tourner. Il nous confie qu'il existerait un pacte de non-agression entre industriels. Un pacte qui rendrait les éleveurs dépendants de leurs collecteurs pour toute leur carrière. Pacte de non-agression, ça veut dire quoi? De ne pas se piquer des éleveurs? Bah oui. Ah ouais, hein, c'est clair, les jeux sont figés. Sur un marché où il y a peu de concurrence, mécaniquement, il y a peu de marge de négociation pour le plus faible, l'éleveur. C'est ce qu'a constaté à ses dépens Guylain de Viron, l'agriculteur qui nous avait montré l'alimentation au maïs et au soja. Lui est sous contrat avec Lactalis, leader mondial des produits laitiers. La famille qui détient le groupe compte parmi les plus grandes fortunes de France. Guylain, lui, se sent tout petit. C'est une nouvelle forme d'esclavagisme, finalement. Carrément? Oui. Pourquoi vous dites ça? C'est fort, esclavagisme? Oui, c'est fort, oui. Selon lui, il y a 2 ans et demi, Lactalis aurait tenté de l'intimider. J'ai reçu une lettre de menace de Lactalis. Car il aurait osé défier le géant du lait.
De tels agissements ne sauraient en aucun cas être considérés comme un mode acceptable des relations clients-fournisseurs. Guillain et d'autres éleveurs ont estimé que Lactalis sous-payait leur lait, ne respectait pas ses engagements. Ils l'ont dit, ils l'ont même collé sur les produits de l'industriel. Opération étiquetage ce matin au rayon crèmerie, une sensation de déjà vécu. Dans un supermarché du Mans, Guillain a posé ses étiquettes au slogan accusateur. La lettre d'avertissement est arrivée quelques jours plus tard. Quand vous recevez ça par recommandé, disant que si vous continuez à manifester ou à porter atteinte à l'image du groupe Lactalis, on va résilier votre contrat. Demain, je reçois ça. Mes vaches, je leur dis quoi? Je leur dis d'arrêter de produire, que de toute façon, j'ai pas d'autres acheteurs. Donc j'ai pas le choix, je dois me taire. Il a continué à se battre. Avec 350 éleveurs, ils ont lancé une action en justice. L'affaire s'est terminée par une médiation dont le contenu est confidentiel. Lactalis répond avoir acheté le lait au prix convenu dans le contrat et ne souhaite pas commenter le résultat de la négociation. À 1000 lieues de l'angoisse que nous avons croisée jusque-là, il existe une contrée où des agriculteurs restent sereins. Le massif du Jura. Nous sommes dans un atelier de fabrication artisanale de fromage, et pas n'importe lequel. L'un des plus vendus en France, le Comté. On fait des pulls de 8 ou de 10 ? Contrairement aux apparences, Patrick Thomet n'est pas manutentionnaire, il est éleveur laitier. Ça pèse combien ça? 35 kilos. 35 kilos là? Ouais. Oui, c'est un peu physique. Hein. Encore un. On est producteur de fromage en étant producteur de lait. C'est une continuité. C'est-à-dire que vous considérez éleveur ou producteur de fromage? Ben les deux. À tour de rôle, les 18 éleveurs de la petite coopérative préparent les livraisons de fromage. Il reste quoi, tous ceux-là? Ouais, là. Ah, jusque-là. Leur force, c'est de conserver le contrôle de leur lait sur toute la filière. Il faut bien comprendre, c'est que c'est les paysans qui sont propriétaires de la coopérative, c'est les paysans qui ont investi, qui ont mis de leur argent propre pour faire ça, et on a embauché des salariés, des fromagers, qui travaillent pour nous et qui transforment notre lait en fromage. Nous, on ne vend pas notre lait à la coopérative, c'est les paysans qui vendent leur fromage aux affineurs. Ici, le prix du litre de lait est presque 2 fois plus élevé que dans le circuit conventionnel, 45 centimes. Les éleveurs se versent environ 2500 € de salaire mensuel. Dans ces cuves, il y a le lait de Patrick et Antoine. L'un des secrets qui leur garantit une bonne rémunération, c'est cette petite plaque verte. Ça, c'est un fromage. Un comté sans ça, c'est pas un comté. Une étiquette par meule. La coopérative ne peut en avoir qu'un nombre limité. On a un quota de plaque verte, nous, sur l'atelier. On ne peut pas faire n'importe quel volume de comté qu'on veut sur l'année. Donc sur notre coopérative, on a le droit de faire 13 500 comtés par an. Et on ne peut pas dépasser ce quota-là. Les éleveurs et les affineurs répartissent ces quotas en fonction du potentiel de vente du comté. C'est ainsi qu'ils évitent la surproduction et l'effondrement des prix. Ils sont de lointains témoins de la crise laitière. Cette crise qui a mené Fabien Pro, l'éleveur en redressement judiciaire, au tribunal de Roanne. Aujourd'hui, il demande 6 mois de plus pour remettre son exploitation à flot. Si le juge refuse, c'est la liquidation. Il sort soulagé, au point d'en plaisanter. Alors? Non, non, très bien passé. Je vais pas en prison et logiquement, d'après le juge, on attend confirmation, mais il n'y a pas de souci. Ça nous laisse 6 mois de plus pour poser les choses, pour voir l'avenir du lait, pour techniquement faire ce qu'on... Améliorer la production. Améliorer la production. Tu me diras ce que tu peux améliorer. Le printemps et l'été sont 2 saisons clés de la production laitière. L'agriculteur a quelques mois de répit. Il faut que ça continue. Il faut pas tourner la page tout de suite. Enfin, pas tout de suite en tout cas. C'est pas le but.
Fabien a bon espoir de sauver sa ferme.